Et aujourd'hui, Fabrice ou Manuel, je ne sais pas celui qui souhaite, comment vous intégrez les objets connectés? Est-ce qu'ils existent aujourd'hui dans le domaine de la puriculture? Est-ce qu'ils font partie de l'offre que vous présentez en magasin? Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment sont-ils mis en situation en magasin? Vous avez fait un pôle dans lequel on commence à avoir des objets connectés? En fait, on continue à raisonner par besoin client. De toute façon, aujourd'hui, l'un parle avec l'autre et l'un parle pour l'autre. Les approches qui sont malgré tout aussi simples. Non, mais on a un véritable rôle en magasin à plusieurs niveaux. Il n'y a pas de pôle d'objets connectés aujourd'hui dans un magasin, ne serait-ce parce qu'il y a finalement peu d'offres qui rendent véritablement service aux consommateurs. Et c'est là où on a un véritable rôle à jouer en tant qu'expert produit pour présélectionner ou référencer dans notre jargon des objets qui apportent une réelle valeur ajoutée aux consommateurs, et puis pour conseiller, accompagner, rassurer le client sur justement les services rendus par ce type d'objet. Je pense que là, je rends de la soupe, on a une véritable carte à jouer par rapport à Amazon et ses distributeurs. D'accord, ben, on fait une véritable opportunité. Manuel, vous êtes... Rien à ajouter. Rien à ajouter. Alors, j'aimerais quand même avoir l'avis d'Olivier, parce que une enseigne comme Darty implante aujourd'hui les objets connectés. Concrètement, c'est implanté comment? Là, pour le coup, tout est implanté dans un espace dédié aux objets connectés, un peu comme à l'époque, il y avait les accessoires qui étaient dans un coin du magasin, ou est-ce qu'ils sont implantés à côté des familles, voire des usages possibles, des univers? Alors, il faut dire qu'en un peu plus d'un an, il s'est dit beaucoup de choses sur les objets connectés. On nous a présenté ça comme un Eldorado, on parlait de milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc ça réveille un peu tout le monde. La réalité n'est pas là aujourd'hui, et aujourd'hui, la seule façon de vendre un objet connecté, c'est de le vendre comme un objet d'usage. Donc aujourd'hui, on remet les objets connectés, on n'avait pas fait le premier pas sur les objets connectés d'un côté, donc on a besoin de faire marche arrière comme d'autres, mais aujourd'hui, les objets connectés, ça fait partie d'un rayon. Donc aujourd'hui, quand vous avez une balance qui vous permet de récupérer et peser sur votre téléphone, c'est dans le rayon des balances, c'est pas dans le rayon des objets connectés. Donc aujourd'hui, on voit bien que la notion d'objet connecté ne crée pas de valeur pour les clients. Ils n'achètent pas un objet connecté, ils achètent un objet et potentiellement ils se disent ouais, vous avez raison, récupérer la météo sur mon téléphone, c'est plus pratique que de descendre le matin pour aller voir combien il fait dehors. Bon, effectivement, donc là, il y a une vraie valeur, mais dans le rayon, et c'est pas parce que la station météo elle est connectée qu'elle crée la valeur. Donc ça, c'est le premier sujet. L'autre sujet, c'est qu'on ne peut pas nier que pour nous, en tant qu'équipementier de la maison, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. C'est-à-dire que je pense qu'on ne va pas s'en rendre compte, ça va venir petit à petit, mais dans quelques années, tous les objets de la maison seront connectés. Et ça nous paraîtra juste normal. Aujourd'hui, on vend déjà des lave-linges qui sont pilotables avec votre smartphone. Donc on voit déjà que c'est en train de rentrer dans la maison, tout doucement. Aujourd'hui, c'est un axe de marketing fort, donc ça rentre plutôt par le haut, et ça va vite descendre dans les gammes et vite devenir quelque chose de basique dans les gammes. Et demain, sans s'en rendre compte, donc après, il se pose pas une question autour des ondes, mais je pense qu'en tout cas, on se sera un peu calmé là-dessus, on sera passé à autre chose. Mais demain, la maison, elle sera hyper connectée parce que tous les objets pourront parler entre eux. Et juste pour finir, pour faire un peu de Darty, là, vous voyez Nao, effectivement, nous, on travaille avec Nao, qui est quelque chose de... C'est un objet connecté. Donc aujourd'hui, Nao est démonstrateur en magasin. C'est-à-dire qu'il est capable d'intervenir. Pour l'instant, on travaille sur des one-shots comme ça en magasin, mais la puissance de cet outil-là, c'est qu'il est capable d'interagir avec son environnement. Par exemple, vous avez l'exemple des ampoules connectées. Aujourd'hui, vous savez que vous avez des ampoules, et le téléphone peut changer la couleur. Nao, lui, vous dites Nao, je veux une pièce bleue. Il va transformer toute votre maison en bleu. Donc on est capable aujourd'hui d'aller très loin avec des objets intelligents comme ce robot sur l'avenir de la maison connectée. Donc là, le champ est ouvert, mais ça se passera dans les rayons et pas ailleurs. Alors, j'ai profité de votre présence, Charles, parce que vous n'êtes pas spécialisé dans les objets connectés, mais comme je vous le disais tout à l'heure, la première fois que je vous ai eu au téléphone, vous m'avez dit moi je suis un importateur d'objets bizarres. Donc je pense que dans vos quêtes de produits, vous devez aussi en voir, alors connecté ou pas connecté. La question, et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on vend des produits bizarres qu'on n'est pas récompensé, parce que j'ai cru comprendre que l'année dernière, c'est vous qui aviez encore
emporté les deux prix de l'innovation. Moi, la question que j'aurais envie de vous poser, c'est quand on crée et quand on commercialise comme ça des produits un peu particuliers, un peu révolutionnaires, comment ça se passe concrètement pour les mettre en marché, soit déjà pour les présenter aux enseignes, et ensuite pour les mettre en place en magasin? C'est toujours la difficulté de les implanter. Bon, je préfère particulier et innovant, bizarre, mais ceci, heureusement, tous les produits qu'on a trouvés ne sont pas restés bizarres, sinon on ne serait pas là. Je reprenais juste vos propos. Hein. Absolument. Mais bizarre, c'est plus vendeur. Innovant, c'est plus galvaudé. Donc, si on dit bizarre, on sort un peu plus beau. Effectivement, il y a des produits qui étaient bizarres à l'époque, mais qui sont passés dans les mœurs. Il y a 15 ans, on a lancé la première planche à roulettes qui se mettait vers les poussettes. Mais qui est maintenant passé dans les mœurs. Quand on a lancé Bogatou, qui est maintenant la marque phare, c'était une poussette handicapée, parce qu'il y avait une petite de vente derrière. La poussette électrique, la poussette qui se pliait électriquement, qui se dépliait électriquement, c'était bizarre. Par contre, ça, c'est resté bizarre, parce que c'est effectivement, parce que c'est pas le tout d'être innovant, il faut aussi que ça marche, que ça fonctionne. La malheureuse poussette, elle se pliait électriquement, mais par ailleurs, en tant que poussette, pesait une tonne, ça ne clinait pas, il y avait un petit panier, donc ça c'était un four. Les produits bizarres, alors dans les produits bizarres, il y a des produits qui étaient bizarres quand vous les avez vus à l'époque, mais pour lesquels la connectivité peut peut-être nous faire décoller. Sur mémoire en particulier, un produit que j'avais vu à Las Vegas il y a une année, c'était un détecteur d'humidité qu'on mettait dans la couche du bébé. Alors, comme il n'y avait pas de connectivité à l'époque, quand le détecteur détectait l'humidité, ça déclenchait une alarme. Vous voyez l'état du gamin qui, à chaque fois qu'il fait pipi, il y a la sirène de couche qui se déclenche. Il fait 2 fois. C'était une catastrophe. Bon, alors, par contre, ça, c'est un produit qui pourra peut-être sortir du lot, et puis tu peux le connecter à un smartphone qui dit voilà, j'ai fait pipi. Mais pour répondre plus directement à votre question, c'est vrai que c'est pas facile de vendre des produits qui sortent du lot. Et tous les outils qu'on nous montre maintenant vont beaucoup nous aider. Parce que quand on lançait un produit qui n'existait pas en magasin, quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas tous ces outils, on demandait à un vendeur de vendre un produit qui n'était pas demandé, d'abord, qui ne connaissait pas le fonctionnement, qui n'était pas nécessairement suffisamment important en valeur pour justifier. On ne va pas passer une heure à faire une démo d'un produit à 1 euro. Ça n'a pas de sens. Donc les outils qu'on nous propose maintenant vont nous permettre d'informer, de former, de faire connaître, d'expliquer des produits qui auparavant étaient très très durs à faire entrer en boîte. Et dans vos quêtes de produits, si on se projette un peu, c'est quoi demain les nouveaux produits? Est-ce que c'est ceux qu'on voit aujourd'hui affichés? On est plutôt dans de l'usage, c'est-à-dire que la chaise haute est fine, moins elle prend de place. Je vois ici le bébé qui est c'est une gigoteuse fermée, c'est ça? Oui, ça c'est long à expliquer. Ça c'est une gigoteuse dans l'étage qui lui garde les bras emprisonnés, qui retient le fait neuraux de la fête de la sursaut tout en lui permettant de se rassurer. Mais ça c'est alors là typiquement un exemple de produit qui est vachement difficile à vendre parce que les parents ils disent ah oui ça ressemble à une camisole de force. Je vais mon bébé, j'ai une camisole de force. Il y a toute une explication et tout un travail qui est largement facilité, qui sera facilité j'espère par tous les outils qu'on a à disposition. L'innovation, évidemment il y a tous les objets connectés. D'ailleurs notre préparateur de biberon automatique, la Formula Pro, c'est tout à fait vocation à être connecté à l'avenir, il n'y a pas pour l'instant. Mais concrètement, il sera connecté, il sonnera quand il sera prêt, il se déclenchera. Il peut prévenir que la babysitter, à qui on a acheté, la machine, parce que justement on ne fait pas confiance sur la mesure des dosettes, etc. Il faudra prévenir que
perd effectivement bien donné le biberon à la bonne heure. Alors, la dose, c'est fait parce que c'est géré par la machine, mais on va rassurer la maman que papy a bien donné le biberon à 10 heures et qu'il n'a pas oublié. Super. Tout le monde va avoir peur. Donc, en fait, le père, peur de mal faire, la babysitter, peur d'être piégé. Et j'ai même vu, moi, au CES à Las Vegas, il y avait toute une gamme de brosses à dents connectées. C'est-à-dire que toute la famille était connectée. Et tous les soirs, il y avait un tableau de bord qui sortait, à savoir qui s'était mieux lavé les dents, le temps de lavage des dents. Donc, autant vous dire que. Et après avoir discuté avec le fabricant disait qu'il y avait déjà des comportements des fabricants chinois qui avaient inventé la machine qui permettait à la brosse à dents d'agiter tout seul. On l'a planquée, elle s'agitait tout seul et on pouvait mentir pour revenir au top du tableau de bord des résultats du brossage de dents. Donc voilà. Donc après les objets connectés, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse aborder le sujet du point de vente digitalisé, puisque la stratégie cross-canal, l'omnicanalité arrive à un moment, et je pense que Sophie l'a rappelé, le magasin reste un incontournable. Alors, sur ce point de vente digitalisé, alors au-delà de la définition, parce que je pense que c'est inutile de passer du temps dessus, mais on parle de digital merchandising, on parle de clients connectés, de vendeurs connectés, de magasins digitalisés. Moi j'aimerais bien, Régine, concrètement, c'est quoi, soit en termes d'attente, soit dans les recherches que vous pouvez faire, c'est quoi le mouvement digitalisé idéal? C'est celui qui concentrera quel type d'éléments. Et j'ai bien compris, si j'ai bien écouté, c'est que le vendeur est un élément essentiel dans ce magasin. Alors, je pense que depuis quelques années, c'est vrai qu'il y a eu un tout-va où les magasins ont été digitalisés, équipés, c'est devenu un mot à la mode. Moi, je me souviens, j'avais discuté avec différentes marques et enseignes des bornes interactives. Les bornes en magasin, vous voyez, rien qu'à l'œil nu, vous imitez, vous allez voir qu'il n'y a personne qui se met sur ces bornes. Donc, vous pouvez prévoir que ces bornes interactives seraient un fiasco. Alors, comment? Tout simplement, déjà en regardant les personnes autour de ces bornes, mais quand on fait des analyses comportement du consommateur et qu'on essaye de comprendre une trajectoire globale du client, on se rend compte qu'un client qui a passé du temps sur Internet à la maison avec son café en pyjama, et qui a toute l'information, il ne va pas venir sur des bornes interactives en magasin pour rechercher de l'information sur Internet. C'est-à-dire qu'il a déjà fait, il a déjà passé du temps, et donc la borne n'a pas d'usage dans sa nouvelle trajectoire d'achat. Donc si c'est juste pour proposer en magasin ce qui est proposé à la maison, ce n'est pas suffisant. Ça peut être nécessaire. Ça peut être, effectivement, on a besoin, mais peut-être en moins grande quantité, de présenter d'autres produits en extension de gamme, ce que font certains. Marks & Spencer propose une extension de gamme sur son point de vente, donc on va pouvoir, et pourquoi pas seul ou avec un vendeur, dire ce petit t-shirt, je l'ai en rose et je l'ai voir avec moi sur un grand écran ou sur une table digitalisée. Donc la question qui se pose toujours, c'est digitaliser le magasin, oui, mais pourquoi? Quelle valeur ajoutée le client va-t-il retrouver de cet outil connecté, sachant que nous n'oublions jamais le premier point de connexion, c'est son smartphone, que son smartphone, il le maîtrise toujours, il n'y a pas de fil d'attente, il n'y a pas d'effort, et donc on est très largement en concurrence avec cet élément qui est le prolongement de soi, et qui est extrêmement important, on n'oublie jamais quand on part de chez soi. Donc le smartphone, effectivement, est en concurrence avec les outils digitaux. Après, la question qui se pose, c'est quel va être le bénéfice, qu'il soit fonctionnel, qu'il soit émotionnel, qu'il soit expérientiel, qu'il soit social, que va apporter cet outil digital au sein du point de vente. Aujourd'hui, on a des étiquettes intelligentes. Moi, je dis les étiquettes intelligentes, c'est intéressant parce que c'est intégré dans le parcours du shopping du client. Quand j'arrive aujourd'hui en magasin, avant, j'avais la taille, ça suffisait. Aujourd'hui, les clients connectés se sont habitués à avoir une foultitude d'informations quand ils sont sur Internet. Et quand ils viennent dans le monde réel, ils sont pareils. C'est-à-dire qu'ils sont angoissés s'ils vont juste le prix. La taille, ça ne suffit pas. Non seulement ils veulent voir ce qu'il y a proposé d'autres, quelles sont les caractéristiques, mais ils veulent avoir accès aux avis des consommateurs qui vont les rassurer. Donc on a l'impression que des habitudes prises sur le net sont en train de l'accompagner dans le monde réel, et l'étiquette intelligente qui se trouve au moment où on en ressent un besoin me paraît un device intéressant. Voilà. Donc après, on a effectivement les cabines d'essayage intelligentes également. On va pouvoir essayer virtuellement un produit.
on peut se dire que ça peut être, ou ça peut avoir un usage pour le consommateur. Donc je pense que c'est toujours la même chose, il y a beaucoup de devices qui ne servent à rien, qui exigent des détours du consommateur dans son parcours de shopping, et on sait très bien qu'en merchandising, le consommateur déteste les détours. Donc un device qui sera pas très bien positionné au sein d'un magasin ne sera pas utilisé par le consommateur à un moment donné. Donc effectivement, on parle aujourd'hui beaucoup de devices pour les vendeurs, comment les vendeurs peuvent reprendre la main avec un client à travers un écran. Donc je pense que là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de formations à faire. Ce que je disais tout à l'heure, faut-il proposer des tables digitalisées? La Batimat, par exemple, alors je change de secteur d'activité, Batimat, ils ont fait des tests avec des vendeurs, ils ont fait vraiment des colonnes et on observe le client et le vendeur, il se passe vraiment quelque chose. Mais on est dans du digital, mais on peut imprimer directement. On peut faire des choses qui restent dans le monde réel. Donc digital et réel s'entremêlent de plus en plus et ensemble, ils doivent apporter une valeur ajoutée au consommateur. Voilà. Alors, je vais toujours continuer par votre présence, Olivier. Il suffit de suivre votre actualité ou de regarder votre communication, autant vous êtes fier de votre stratégie digitale. Et là, vous revendiquez, alors à Beaugrenelle, mais il y en a plein d'autres aujourd'hui. J'ai vu dernièrement, c'est Passepoisson qui est ouvert et qui se dit être bienvenue dans votre magasin connecté. C'est quoi concrètement un magasin connecté tel que vous les mettez en place? Pour reprendre ce que vient d'être dit à l'instant, c'est que la première chose qu'on doit à un client quand il rentre dans un magasin, c'est que la vie ne s'arrête pas et que les connexions Internet sont maintenues. Aujourd'hui, il y a beaucoup de magasins qui ne sont pas en mesure de proposer une connexion Internet à leurs clients dans leur magasin. Il y en a même qui l'organisent, parce qu'il y en a pour certains, en fait, ils pensent avoir été malins en faisant en sorte de s'installer dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Donc, certains, moi je l'ai entendu, on se disait non mais là je suis tranquille parce qu'il n'y a même pas de couverture 3G, les clients ils ne viendront pas m'embêter avec leur téléphone. Enfin, c'est juste un effet déceptif. Donc la première chose qu'on doit à nos clients quand ils sont dans un magasin, et c'est la notion de connected store, c'est qu'on est connecté. Donc d'abord c'est le client qui est connecté à Internet et qui maintient son parcours d'achat dans le magasin. Et ça ne se contourne pas. Vous pouvez essayer de faire ce que vous voulez. De toute façon, à partir du moment où quand ils rentrent dans le magasin, il n'y a pas de connexion Internet, ils sortent. Ceux qui sont accros et qui considèrent que c'est un but, il y en a de plus en plus, ils sortent. Donc ça, c'est le premier point. Et ce n'est pas le plus petit point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez des magasins qui font 1300, 1500 mètres carrés, les équipés avec une couverture Wi-Fi qui tient la route, ça coûte un bras. Ça coûte un bras. Sauf que quand vous ne le faites pas, vous perdez les deux. Donc l'équation, elle est là quand même. C'est-à-dire qu'on n'y échappe pas, mais ça coûte très cher. Une fois de plus, c'est nos clients qui nous y incitent. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est vraiment d'être connecté. Et puis après, il y a, pour en avoir testé un paquet, des tables, des bornes, je crois qu'il n'y a pas de mauvais outils ou de bons outils, il y a juste une façon dont une enseigne se l'approprie et une façon dont les vendeurs acceptent l'outil. Pour avoir testé les bornes tactiles chez les meublars, ça s'est plutôt pas mal passé. Pour avoir testé des bornes tactiles chez Darty, ça s'est très mal passé, alors qu'il y avait une attente client qui était phénoménale, mais les vendeurs refusaient d'utiliser cet outil, qui était la personnification de l'Internet en magasin. Autant ils avaient fait le cap en se disant c'est bon, Internet j'ai compris, c'est mon allié, mais quand vous avez une bande tactile avec derrière tous les schémas qu'on peut développer, de se dire je mets un TPE, j'encaisse, je mets un ticket, je me débarrasse du vendeur, il y a eu des projections qui ont été faites dans la tête de nos vendeurs en disant je ne rentrerai pas dans ce schéma-là. Et comme on l'a dit tout à l'heure, s'il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas d'intérêt. Mais ça marchait très bien dès que les vendeurs jouaient le jeu. Donc ça, on n'a pas continué. Puis il y a deux innovations qu'on a développées qui sont très intéressantes, qui sont la tablette pour le vendeur. J'espère que ce n'est pas dans mon magasin qu'elle est allée, la mademoiselle. Mais bon, on ne sait jamais, mais ça peut arriver. C'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu, c'est compliqué. Ça ne m'étonnerait pas parce que l'outil ne fait pas tout et que la conduite du changement est un axe important. Et on passe beaucoup de temps dessus et on essaie de challenger les gens. Pour les vendeurs, pour ceux qui l'ont déjà fait ou ceux qui vont le faire, c'est juste une révolution. En fait, vous passez d'un clavier avec... quand on questionne un vendeur sur c'est quoi pour toi le poste de travail idéal, c'est relativement simple. C'est un clavier avec un grand écran, du Mac ce serait mieux, un siège confortable. Si je peux avoir un verre à côté, parce que des fois j'ai soif, ce serait pas mal. Et puis les clients, ils font la queue, et puis ils viennent la queue leu, puis ils sont gentils, ils s'énervent pas parce que
Voilà, enfin, si on faisait un magasin en fonction de besoins de nos vendeurs, ils nous demanderaient ça et ils auraient raison, parce que si on faisait... Donc aujourd'hui, les clients, eux, ils veulent pas ça. Et donc, ben voilà, on est un peu dans pas des conflits d'intérêts, mais des changements de méthode, et ça prend du temps. L'humain, ça ne change pas comme ça. L'application, on l'a développée en 3 mois. L'acquisition, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Donc on a des magasins qui sont bons. Je vous encourage à aller voir le magasin de République, qui sera peut-être plus intéressant pour vous. Puis il y a des magasins qui ont plus de mal, parce que la courbe de changement ne se fait pas. Et si c'est pas quelque chose qui descend de la chaîne managériale, ça ne se fait même pas. C'est-à-dire que si le DG n'est pas convaincu et qu'il ne harcèle pas ses directeurs de vente pour le faire, si la chaîne n'est pas respectée, ça ne fonctionnera pas. Et le dernier point un peu digital qu'on a mis dans nos magasins sur lequel on travaille, c'est... juste pour rappel, on a 72 magasins équipés de Wi-Fi aujourd'hui en France, équipés de tablettes. Et on a aujourd'hui une dizaine de magasins équipés de casiers click and collect. Pour rappel, le click and collect est un terme déposé par Darty, puisque Darty a inventé le click and collect. Et donc, ça permet en fait aux clients de venir récupérer leur commande en magasin en envoyant reçu un SMS, tape un code à 6 chiffres sur un boîtier électronique, la porte s'ouvre. Alors au début, quand j'ai fait ça, on m'a dit « mais tu es fou, si les gens viennent en magasin, c'est pour voir quelqu'un. » Quand ils ont acheté un produit, qu'ils viennent le chercher, s'ils viennent, c'est d'abord pour avoir le produit. Et une fois qu'on a fait ça, on se rend compte qu'il y a un truc assez magique, c'est que les gens, ils passent au casier, ils prennent le produit, ils regardent leur montre et ils se disent « c'est bon, il me reste 10 minutes. Et qu'est-ce que je vais faire de ces 10 minutes ?» Et là, on voit qu'ils mettent à profit dans leur parcours un moment de détente, un moment agréable, qui n'est pas un moment subi, comme une caisse où on attend pour récupérer son produit. Et le dernier sujet, là, c'est le bouton. Je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, mais on porte beaucoup d'espoir dans cette solution-là. On se parle des services. Tout à l'heure, on disait les objets connectés passeront par le service. Nous, on l'a fait il y a un peu plus d'1 an. Ce bouton vous permet, quand vous êtes chez vous, à tout moment, vous appuyez dessus. Dans les minutes, on vous rappelle. Et on répond à toutes les questions que vous pouvez vous poser ou nous poser sur tous les produits de la maison, qu'ils étaient achetés chez Darty ou pas chez Darty. Mettre à jour votre micro-ondes, il s'est éteint, vous ne savez plus comment on fait, vous appuyez sur le bouton Darty et on vous rappelle. Donc c'est tous ces services-là qu'on est capable d'apporter avec l'objet connecté, le bouton Darty. Et Olivier, si vous aviez un conseil à donner, ou le premier conseil à donner à ceux qui aujourd'hui entament cette démarche de digitalisation du point de vente, ce serait lequel? Le premier, peut-être le plus important? Le premier, c'est d'essayer. C'est-à-dire qu'en fait, à force de faire des réunions de brainstorming à 15 en se disant « ouais, alors c'est quoi la tendance du marché ?» Je pense que si on démarre rien, on ne risque pas de se tromper, mais on risque surtout de rien faire. Donc c'est vrai qu'on a fait des erreurs, on a appris beaucoup de ces erreurs, mais ça montre déjà aux équipes, il y a beaucoup d'attentes au niveau des équipes. En fait, c'est assez paradoxal. Ils vous reprochent de ne pas être équipés, et puis après, quand ils sont équipés, il faut tenter, il faut essayer, et il faut vite démarrer quelque chose. Manuel, juste comme ça, parce que vous allez entamer cette démarche. J'aimerais bien avoir votre avis aussi sur l'histoire du vendeur, hein, parce que comment on arrive à opérer un tel changement lorsque, alors Olivier, vous avez essuyé les plâtres aussi de pouvoir le tester, mais qu'est-ce que vous allez faire vous au niveau des vendeurs? C'est une formation, ça va être très dirigé de votre part, peut-être vous allez imposer ce schéma. Comment ça va se passer? C'est que déjà je trouve l'expérience que vous avez décrite extrêmement intéressante. Et c'est vrai que le rôle du vendeur est clé. Pour revenir à ce que l'on se dit, c'est que si les clients viennent en magasin, c'est pour vivre une expérience avant tout. Donc c'est pas forcément pour retrouver tout ce qu'ils retrouvent sur le net. Et nous, le parti qu'on prend, c'est vraiment de s'appuyer sur les vendeurs pour entrer dans la démarche digitale en point de vente avec le client. Donc le client, on est vraiment sur un métier où on doit l'accompagner vraiment dans toute la démarche de manière à pouvoir lui apporter le service dont il a besoin. Et pour nous, le digital, c'est vraiment un outil qui va venir en appui du vendeur et non pas un outil qui va nous permettre de nous décharger de la partie accompagnement du client. Donc effectivement, on a débuté le processus. Donc là, pour le moment, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'outils, mais c'est l'humain qui fera la différence. On est en phase de déploiement d'ici quelques semaines, mais ça s'accompagnera de formations très importantes sur le terrain, effectivement. Mais il faut aussi que l'outil soit ergonomique et facilitateur pour le vendeur. Et c'est vraiment le parti pris que nous avons pris. Alors, est-ce
Sylvain et Franck, aujourd'hui en tant que marque, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour aider à la digitalisation du point de vente? Je sais que chez Dorel, Tablette, vous avez apporté des solutions au magasin. Est-ce que c'est toujours le propre de la marque? J'aurais pu poser la question à Manuel, à savoir est-ce que vous avez des attentes de la part des marques, mais vous les marques, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour aider à la digitalisation de ce point de vente? Effectivement, on l'a fait dans la continuité de ce que je montrais tout à l'heure en termes d'aide au choix, que ce soit sur la partie poussette ou sur la partie siège auto, ou sur certains magasins partenaires dans le cadre d'un programme d'excellence. On a apporté jusqu'à l'outil effectivement au magasin. Alors là aussi, il y a de très bonnes choses en termes de conclusion, et puis il y a tout ce qu'on a dit, un vendeur qui ne se l'approprie pas, un écran qui est éteint en magasin. Tout ce qu'on imaginait être des effets utiles, intéressants dans le parcours client, on en a au contraire tous les effets négatifs. Donc voilà, maintenant ça n'empêche pas qu'il faut essayer de continuer. Je pense que la collaboration marque-enseigne ou industrie-enseigne est absolument nécessaire, que ce soit sur le point de vente en lui-même ou sur ce qui a été dit par Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire avoir du Wi-Fi qui permet de continuer le parcours digital du consommateur dans le point de vente. Je vais citer un exemple qui fait partie des choses sur lesquelles on travaille, qui est la personnalisation. On travaille sur la personnalisation de poussettes. Il va de soi que le consommateur, il va le commencer en ligne, il va le continuer dans sa voiture connectée, il va vraisemblablement vouloir le complémenter en magasin avec l'aide de son vendeur, et puis faire la transaction. Donc là, la digitalisation du point de vente, elle est nécessaire pour éviter cette rupture, encore une fois, du parcours client, et qui fait que le consommateur qui a commencé, il ne peut pas finir. Voilà, tout simplement. Sylvain, sur le gamme de produits? Nous, on ne s'est pas encore penché, on n'a pas encore assez de maturité pour se pencher sur la digitalisation d'un point de vente, étant donné que on va déjà se digitaliser nous, offrir des supports au magasin de communication et d'information sur les ventes. Après, concrètement, quand on voit les expériences très poussées de Darty, on est encore très loin. En tout cas, il nous reste 7 minutes. Ce que je vous propose à chacun d'entre eux, et je vais commencer par poser une question à Hélène, qui sera un peu le mot de la fin pour chacun. Alors, Hélène, est-ce qu'il y a des attentes particulières aujourd'hui? Je ne demande pas l'expérience en magasin, puisque manifestement, vous n'y passez pas trop de temps, mais quel serait pour vous, est-ce que c'est le produit idéal, le service idéal que vous n'avez pas aujourd'hui et que vous souhaiteriez avoir? Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous louez du matériel de puériculture ou forcément c'est achat? Non, j'ai jamais loué pour l'instant. Jamais de location. Jamais de location. Et un produit qui vous viendrait à l'esprit, qui soit connecté ou pas connecté, est-ce qu'il y a un produit qui... Je rêverais Ouais. On va finir le tour de table et puis je vous reposerai la question. Alors, on a toujours l'habitude de finir une table ronde, soit par l'actualité, soit par diverses choses. Alors, je voulais juste vous le montrer. Parce que, comme j'ai eu la chance de visiter ce magasin, on est chez Warby Parker, qui est une enseigne de lunettes, dont un des magasins, enfin c'est une enseigne qui a été créée à New York. Je ne vous en fais pas le descriptif, mais vous vivrez, si vous avez l'occasion, une expérience inédite entre pas de rupture, c'est-à-dire que vous pouvez commencer votre achat en ligne, arriver en magasin, être pris en charge, même dans votre test médical, puisqu'ils ont une salle d'examen, la possibilité de prendre quelques produits, de vous faire prendre en photo, pour envoyer les photos peut-être à votre conjoint pour savoir ce qu'elle en pense, et jusqu'à choisir quelques exemplaires de lunettes, vous les faire livrer chez vous par un coursier, faire votre choix tranquillement en famille chez vous et renvoyer les produits. Voilà une expérience que moi-même j'ai vécue, et je peux vous assurer que voilà, c'est pas une enseigne très très importante, mais des gens qui ont tout compris de ce qu'est le commerce forcément de demain, et le commerce qui fonctionne. Alors,
On va finir sur les petites annonces. Je vous incite juste rapidement, puisque chef d'entreprise, il y en a d'autres qui se posent la question. Si vous avez la possibilité de revenir sur le LSA du 25 juin, allez voir ce que dit Michel Édouard sur le fait que la révolution numérique est une opportunité. Et je pense qu'il met en avant des éléments importants. Enfin, moi, je m'en sers assez régulièrement. Avant de vous passer la parole, Régine, je pense que vous allez lancer les sous-presses. Il sort le 1er octobre. En plus, je suis ravi parce que là, la couverture. Donc, les bonnes lectures du mois d'octobre, vous l'aurez avec le nouveau livre de Régine. En quelques mots, qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce livre? Je commence par une petite histoire récente du commerce depuis l'arrivée d'Internet. Comment on est passé du multicanal au cross-canal, à l'omnicanal, par au transcanal. Ensuite, j'explique effectivement ce que ça change dans les comportements des clients et c'est énorme. En disant il y a des mutations qu'on n'a pas vues tout de suite parce qu'elles se sont faites petit à petits pas et qui aujourd'hui remontent. Donc on a l'impression qu'aujourd'hui on découvre des évolutions complètement incrémentales. Et puis ensuite, effectivement, face à ces évolutions du client, on se pose la question de comment manœuvrer aujourd'hui les différents points de contact qui sont multiples. Un tweet est un point de contact quand on travaille dans l'omnicanal, un vendeur, une push communication sur téléphone, c'est un point de contact. Donc ensuite, je m'interroge sur la manière de gérer ces points de contact de manière intelligente, collectivement, parce que je suis persuadée qu'aujourd'hui, la multicanalisation des enseignes n'est plus un avantage concurrentiel, puisque c'est une stratégie qui est banalisée. Tout le monde aujourd'hui, ou presque, propose plusieurs canaux. Donc c'est plus aujourd'hui le multicanal qui va être une source d'avantage concurrentiel, mais c'est la qualité de la cohabitation entre les canaux, et notamment la capacité à accueillir un client qui est déjà allé sur un autre canal, qui a des attentes différentes. Alors j'ai pas eu le temps d'en parler, mais dans mes travaux je parle du consommateur irrité. Moi parfois je passe d'un point de contact à un autre, ça m'irrite, alors que ça devrait au contraire faciliter mon parcours de cheville. Ça m'irrite parce que le point de contact d'après, il ne sait pas que je suis allé avant, et il me redit la même chose que ce que m'a dit celui d'avant. Donc voilà, la question qui se pose, c'est je pense qu'il faut réinventer plein de choses, et on n'en est qu'à nos débuts. J'ai bien aimé sur c'est pas en travaillant, en améliorant la bougie qu'on a inventé l'électricité. Donc je suis tout à fait d'accord. Donc c'est comment mieux gérer la relation client à travers l'omnicanalisation. Comment gérer, et ça c'est mon chouchou, et je pense que je ferai une suite rien pour lui, c'est le vendeur. Donc il y a un chapitre sur le vendeur où j'ai extrêmement frustré de ne pas pouvoir développer. Voilà, donc merci en tout cas Thomas de me montrer la première lecture. Je vais juste vous faire une confidence, c'est que effectivement je savais que le livre était en train et sous presse. Je n'ai eu que le thème, je n'ai eu que quelques éléments, j'ai pas eu la couverture, donc je me suis permis de faire la couverture. C'est beaucoup plus joli un livre quand on... Ah non, c'est pas la couverture officielle, c'est celle que moi j'ai imaginée. Donc voilà. Non, c'est moi qui ai fait la couverture. Alors, juste comme ça, qu'est-ce qui va se passer en 2016 en un mot pour chacun d'entre vous? Alors je vais commencer par Sylvain, puisque grâce à vous, on a eu cette introduction à cette table ronde. Vous continuez une cuillère pour. Oui, alors directement issu de la stratégie digitale, il y a un petit clin d'œil aux parents à travers une web-série qu'on va diffuser à partir du 7 septembre et jusqu'à fin décembre en raison d'un épisode par semaine. Alors c'est des modèles, je vous invite à passer sur le stand parce qu'il y a quelques exemples qui sont diffusés et c'est sur un modèle connu de série qui apprend tous les moments hilarants de la vie avec le bébé. Donc ça c'est pour l'internet, ça c'est pour la communication digitale. Après sur tout le digital business, on a des nouveaux sites qui vont arriver avec des fonctionnalités, avec du responsive design, avec des store locators qui vont permettre de trouver très facilement nos produits dans les magasins qui nous distribuent, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient en ligne. On sort également, l'actualité est riche parce que ça fait juste 18 mois qu'on travaille quand même. Juste un an. Et je m'arrête, on sort une appli également en dernier trimestre 2015 qui sera servicielle, que je vous inviterai à aller découvrir prochainement. À la fin de cette table ronde, vous m'autoriserez à en projeter l'un d'entre eux, parce que je crois qu'ils sont en exclusivité, je les ai sur ma machine. C'est le magazine Parents qui va pas être content, mais c'est pas très grave. allons-y, ils sont pas là, j'ai vu personne. J'adore la cousine, mais à la fin de la table ronde, je lancerai la cousine, vous verrez que ça vaut son besoin de cacahuètes. Charles, qu'est-ce qui va se passer en 2016?
En 2016, il y aura certainement plein de nouveaux objets connectés. Je vais essayer de ne pas me tromper dans mon choix de prochain objet bizarre qu'on lance en France. Une petite idée, un concept, allez, un scoop. Ensuite, non, pour l'instant, j'ai pas de scoop. Je pense qu'on aura quand même. Hélène, un deuxième enfant pour 2016 ? Pas 2016, non. Non. Mais comme je connais le papa, j'irai lui poser la question, parce que c'est aussi une affaire de papa. Franck, qu'est-ce qui va se passer ? Plutôt la continuité du parcours client numérique pour nos consommateurs, avec essayer de voir comment nos distributeurs peuvent s'approprier un certain nombre d'outils. Donc il y a des vrais enjeux de discussion et de technologie, et c'est un sujet qui est pas simple, voilà, pour aller sur la continuité du parcours sans couture. Et puis nous chez Dorem, on a un gros sujet CRM pour être sûr qu'on puisse embaser nos consommateurs, être capable encore une fois de les connaître mieux, pour mieux les servir, et puis du coup mieux leur répondre, quel que soit le point de contact. Voilà, pour reprendre une discussion récente. Manuel, le tournant stratégique pour 2016 ? Il est de taille chez les Menef. En un mot, révolution. On assiste, et ce qu'on constate, à la naissance d'un nouveau monde aujourd'hui, grâce à l'émergence de la technologie qui fait que même les particuliers s'organisent entre eux. On en a pas parlé, c'était pas la thématique, mais donc nous, on a collaboratif, entre autres, on accélère sur un certain nombre de thématiques en lien avec les services. Très bien. Dans l'Institut des mamans, peut-être une actualité 2016 ? Pour une actualité, on va bien évidemment continuer notre partenariat avec la FJP pour le baromètre puriculture, et puis plein d'études pour aider les marques à proposer des produits et des services qui répondent vraiment aux besoins des parents. Voilà. Parce que c'est le but de l'IDM. Moi, je crois beaucoup au recours, ou en tout cas à la croissance de la relation humaine. Et je pense que tous ces outils, au contraire, vont supprimer les barrières entre les clients et les vendeurs et initier beaucoup plus de relations humaines dans l'acte d'achat et vente. Olivier, plein d'actualité. Juste deux mots. Pour moi, un mot, ça va être investissement, parce qu'on voit bien qu'on n'est pas encore au rendez-vous des attentes des clients et des clientes. Et que le besoin qui était formulé, qui est de dire, pour moi c'est évident quand je rentre dans le magasin qu'on doit savoir ce que j'ai fait sur mon PC, sur ma tablette, sur mon téléphone. Quand on sera capable de le faire, ça nous aura coûté un bras. Donc sur la façon tout c'est la force de les couper. Mais, sérieusement, il y a des gros enjeux pour faire ça, financièrement. Et puis le deuxième, pour moi, le mot-clé, ça va être les services, parce qu'aujourd'hui, tout se construit autour des services. On voit bien qu'aujourd'hui, on consomme de plus en plus de services qui amènent à des produits, et de moins en moins des produits qui amènent aux services. Donc je pense que Darty, historiquement, a une vraie valeur là-dessus, donc on va beaucoup travailler là-dessus. Merci. Alors, avant de fermer le banc, je vais peut-être proposer Michel, puisque vous étiez l'organisateur, excusez, on va vous... Oui. Je crois que vous avez lancé... Voilà, bon, on a pris tout le temps de partie, donc je vais surtout remercier les 9 participants pour leur temps, pour m'avoir démontré qu'ils étaient hyper connectés eux-mêmes, donc ça c'est parfait. Un peu d'actualité à la FJP avec le logo que vous voyez à droite, les marques pour grandir ensemble, qui est maintenant une signature que les fabricants adhérents à la FJP vont développer pour démontrer leur engagement à faire des produits innovants, sécures, de qualité, fabriqués dans des conditions éthiques, et quelque chose qui va être aussi se retrouver sur l'ensemble des supports, qu'ils soient connectés ou pas. Donc actualité pour nous, mais encore une fois merci beaucoup, on anime un peu chaque année ce salon, et je pense que c'est bien d'amener des éléments un peu prospectifs pour notre profession. Comme on l'a dit, le monde change très vite, il faut que la puriculture s'adapte le plus rapidement possible à tous ces changements. Merci encore. Bon, bah, écoutez,